Alors vous allez croire qu'avec les quelques éléments que je vais vous présenter comme ça, il y a un peu de connivence entre les différentes présentations et même un peu de redondance. Alors on n'avait rien préparé. Et puis bon, vous le savez, la redondance, ça ne peut pas faire de mal au moment de l'apprentissage et de la construction de nouvelles connaissances. Du coup, je m'excuse par avance pour les quelques redondances qui pourraient être utiles. Alors, quand on a choisi de discuter de ce thème, faire classe, faire groupe, moi, en tant que psychologue sociaux, ce sont des éléments qui me parlent immédiatement. Et en tant qu'enseignant-chercheur, j'essaye de mettre en lien des éléments de recherche avec la réflexion autour de la pratique. Et vu que l'on fait ce travail à plusieurs voies, moi, je vais rester dans un premier temps sur des éléments de recherche. Je vais vous donner des éléments de recherche par rapport à cette question de faire classe avec des élèves inclus et qui apparaissent aux yeux des autres comme étant différents. Alors, cet élément, il s'inscrit, je suis désolé de revenir là-dessus, mais je trouve toujours important de se resituer du point de vue de l'institution. Il s'inscrit depuis la loi de 2013, en tout cas dans l'écriture du Code de l'éducation, dans le principe d'inclusion scolaire, qui apparaît comme à l'article 1er du Code de l'éducation. Vous connaissez toutes et tous l'évolution de ce système vers l'inclusion, et j'aimerais m'arrêter notamment sur cette dernière étape et sur ce dernier cercle qu'est l'inclusion. Vous le voyez, l'inclusion, ça implique que tout le monde partage le même espace. Ce même espace, il a deux objectifs importants, entre autres. Le premier, c'est permettre la réussite scolaire et l'insertion sociale de tout élève, indépendamment de ses caractéristiques individuelles ou sociales. Mais pour arriver à cet objectif-là, et en lien avec cet objectif-là, il est aussi question de faire société. Faire société, ça veut dire refuser l'exclusion des personnes en situation de handicap au profit de leur acceptation dans leurs différences. Et j'aimerais m'arrêter avec vous sur ce point-là, puisque quand on inclut les élèves en classe, c'est un des objectifs majeurs. D'ailleurs, et j'y reviendrai après, on entend, et on l'a entendu tout à l'heure dans la présentation d'Aurélie, oui, mais c'est bien qu'ils soient en classe, c'est bien qu'ils partagent avec nous ce temps-là. Quand il est question après de basculer sur les enjeux d'apprentissage, c'est parfois plus difficile. Et ça tombe bien que l'objectif de l'éducation inclusive soit de faire société, parce que quand on le met en lien, encore une fois, avec des éléments institutionnels, on se rend compte que dans le socle commun apparaît dans le domaine 3, la formation de la personne et du citoyen, cet élément, apprenant à mettre à distance préjugés et stéréotypes, l'élève est capable d'apprécier les personnes qui sont différentes de lui et de vivre avec elles. Il est capable aussi de faire preuve d'empathie et de bienveillance. Donc c'est non seulement un objectif du point de vue de l'éducation et l'inclusion des élèves en situation de handicap, mais c'est aussi un objectif pour les élèves ordinaires. Donc on voit bien qu'il y a un consensus autour de cet élément-là. Alors, pour autant, c'est pas forcément évident que ça puisse fonctionner. La question que je me suis posée en préparant pour vous cette intervention, c'est finalement, est-ce qu'on a des éléments dans la recherche qui nous permettent d'évaluer les conséquences de l'éducation inclusive sur l'acceptation de ces différences par les élèves ordinaires? Alors, vous le savez, l'éducation inclusive, c'est quelque chose en France de relativement récent. Ça a une existence quand même beaucoup plus longue dans certains pays anglo-saxons et du coup, il nous offre des résultats de recherche que l'on n'a pas encore dans le contexte français. Alors je vais m'appuyer principalement sur cela. Alors vous pourriez me dire, oui, mais c'est pas pareil, les systèmes sont différents. Oui, c'est vrai, mais dans l'ensemble, en moyenne, on peut probablement tirer des éléments communs. Alors, moi, ce que j'en
important quand je parle de l'école inclusive, c'est ce que je viens de vous dire. La présence d'élèves à BEP dans la classe, elle est bénéfique car elle améliorerait la tolérance, l'acceptation de la différence. Ça, c'est un discours que l'on entend classiquement, mais est-ce qu'il est vérifié scientifiquement? C'est ça qui m'intéresse. Alors, Aurélie en a parlé, la psychologie sociale, elle a formulé une hypothèse par rapport à ça, qui est l'hypothèse du contact. L'hypothèse du contact, elle assume que selon certaines conditions, comme elle l'a évoqué la coopération par exemple, les statuts égaux, eh ben, le fait d'être au contact de groupes auxquels je n'appartiens pas améliorerait les relations entre les groupes. Donc, l'exposition à ces groupes-là serait bénéfique. Si on applique cette idée-là à la question des élèves en situation de handicap, il suffirait qu'ils rentrent à l'école pour que tout se passe bien. Alors, selon quelques conditions, comme l'a montré Aurélie, mais globalement, ce serait positif. Et la question qui se pose alors, c'est qu'en est-il de ces attitudes des élèves ordinaires? Alors, il faut aller un peu dans la littérature, regarder ce qui se fait. Et le premier constat, quand on regarde les auteurs, notamment deux auteurs néerlandais, c'est qu'il y a peu de recherches sur cette question-là. D'une manière générale, sur l'inclusion, sur l'étude de l'effet de l'inclusion, on va se centrer, et c'est peut-être normal, sur le fonctionnement cognitif, les apprentissages, mais la dimension sociale et d'acceptation, elle est moins abordée dans les études. Malgré le nombre réduit de recherches, ce que l'on trouve parmi celles-ci, c'est des effets globalement positifs. C'est-à-dire que, ou neutres, pardon, globalement positifs ou neutres. C'est-à-dire qu'effectivement, partager la classe avec des élèves inclus améliorerait les relations sociales avec ces élèves, l'acceptation de la différence. Je vous invite à noter quand même qu'il y a quelques études qui montrent des effets négatifs. C'est important de toujours garder cet élément-là parce que il faut qu'on s'appuie sur ce qui existe et qu'on ne fantasme pas non plus dans l'autre sens. Sur une étude plus récente, une revue de littérature encore, Macmillan et collaborateurs, ils se sont concentrés sur spécifiquement les études qui font le lien entre le contact des enfants avec des personnes en situation de handicap et leurs attitudes envers le handicap. Dans cette étude, on n'est pas forcément dans le contexte de l'école, d'accord ? C'est une étude un peu plus générale, même si vous le verrez, il y a des études dans le contexte inclusif. Là aussi, ils ne trouvent pas beaucoup d'études. Si je faisais la même recherche que Laurence ce matin, quant aux attitudes, je trouverais probablement 1 million d'études et 35 sur cette question-là, donc à peu près le même, pas tout à fait le même ratio, mais probablement. Sur ces 35 études, on trouve 2 études avec des effets négatifs mêlant le contact et les attitudes. 11 études qui sont neutres et 22 positives. Et parmi ces 35 études, il y en a 22 qui comparent spécifiquement des élèves, cette fois, dans des contextes inclusifs versus des contextes non inclusifs. Et là aussi, on trouve sensiblement la même proportion, majoritairement des résultats neutres et positifs. Alors, ça, c'est des situations que l'on observe, ce n'est pas franchement des situations très expérimentales, mais c'est difficile d'étudier ça en laboratoire. Alors on essaye de faire des études quasi expérimentales, à l'image de ce que Aurélie vous a montré. Et je voulais juste vous en montrer une et un bout de résultat de Gasser et collaborateurs qui font le même constat qui a pu être fait précédemment. En dépit des législations, les élèves à besoins éducatifs particuliers, particulièrement ceux avec des troubles des fonctions cognitives, sont exclus du système scolaire ou font face à l'exclusion de leurs camarades. Alors, en plus, quand on met en lien avec les résultats que je viens de vous donner précédemment,
c'est un peu compliqué d'y voir clair, mais eux, ils assument qu'une des raisons de cette exclusion sociale, c'est notamment les attitudes négatives et les stéréotypes que l'on possède. Les stéréotypes, c'est les croyances que l'on possède à propos d'un groupe donné. Et si vous avez eu quelques exemples au niveau de la théorie des représentations sociales, par exemple, pour la théorie des stéréotypes, les élèves à besoins éducatifs particuliers sont des élèves qui sont peu compétents, mais qui font beaucoup d'efforts, et qui sont un peu agréables quand même. Mais ils ne sont pas très compétents quand même. Et l'étude que je vais vous présenter rapidement, elle voulait justement étudier ces attitudes et ces représentations des élèves en leur proposant, avec l'enseignant, dans la relation avec l'enseignant, des situations, des exemples de situations, et il leur demande dans quelle mesure ils accepteraient d'inclure un élève. Et ils ont comparé 3 situations différentes, des élèves dans des contextes non inclusifs, des élèves dans un contexte inclusif mais avec des élèves avec troubles des fonctions cognitives, et puis des élèves qui partagent la classe avec des élèves en situation de handicap moteur. Leur hypothèse étant que, a priori, handicap, peu importe la situation de l'élève, ça devrait être bénéfique. Et ils leur ont proposé des situations comme celle qui arrive. L'enseignante leur expliquait que pendant un cours d'éducation physique, 2 équipes jouent au tir à la corde. Chaque équipe doit être composée de 3 enfants. Dans l'une d'entre elles, il n'y a que 2 enfants, Sarah et son amie. Mélina, une enfant avec une situation de handicap mental et une bonne force physique, demande si elle peut rejoindre le groupe. Il y a également Laura, qui possède une bonne force physique et qui demande de rejoindre le groupe. Donc vous voyez, ce qui diffère uniquement entre Mélina et Laura, c'est bien la situation de handicap. Sarah ne peut pas inclure les 2 enfants dans le groupe, car 4 contre 3 serait injuste. Elle doit décider soit entre Mélina et Laura. Et l'enseignante demande aux élèves, individuellement, qui va choisir Sarah, et surtout pourquoi. Alors, je n'ai pas le temps de m'arrêter sur le pourquoi, mais je veux juste vous montrer les résultats sur le qui va choisir, et notamment sur le choix de Mélina. Quand on regarde les résultats, ce que l'on constate, c'est que ceux qui vont le plus penser à l'inclusion de Mélina, ce sont les élèves qui partagent déjà un contexte inclusif avec un élève avec trouble des fonctions cognitives. Par contre, vous voyez qu'ici, il y a un décalage avec la situation de handicap moteur, qui n'était pas forcément dans l'hypothèse principale. Alors on peut se demander pourquoi, et ça va nous amener sur la deuxième partie. Simplement parce que partager la classe avec un élève ayant des troubles des fonctions cognitives, ça implique autre chose que la situation de handicap moteur. Et vous le savez, pour certains d'entre vous, et quand on interroge les enseignants, ils nous disent très bien, moi, inclure un élève en fauteuil, par exemple, ça ne me pose aucun problème, mais un élève autiste, c'est plus compliqué. Et cette implication ces implications, elles se situent surtout au niveau de l'environnement de la classe et les pratiques des enseignants, qui sont nécessairement plus aménagées. Et a priori, c'est ce qui serait bénéfique, puisque tous ces aménagements, toutes ces constructions qui se feraient avec les élèves, les amèneraient à être plus inclusifs. Donc, et j'en terminerai là, la question qui se pose, on en a eu un aperçu tout à l'heure, c'est finalement quelle transformation faut-il mettre en place dans les pratiques pour favoriser ces attitudes positives. Et pour nous parler de potentielles transformations, je vais laisser la parole à Cécile Dichamp, qui est enseignante spécialisée, et à Lucille Ferrotto, qui est fonctionnaire stagiaire, pour nous parler de leur projet tous différents, tous merveilleux, un projet d'album en lien avec le handisport. Merci.